Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e cette semaine de la visite. Le directeur exécutif du tournoi de la Coupe des présidents, Ryan Hart, qui va nous parler des plus récents préparatifs en vue de la présentation de cet important événement qui aura lieu au Royal Montréal en 2024. À la chronique Accès Physio, notre physio Stéphane Fournier va nous parler d'un élément clé pour obtenir du succès, gain de vitesse, mais attention, perte de contrôle. Et à la leçon, Johan Benson va nous donner quelques trucs pour améliorer, et c'est tellement important, le rythme de notre élan. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf. Alors, je suis en compagnie de Ryan Hart, qui est le directeur exécutif du tournoi de la Coupe des présidents, qui sera présenté ici même au Royal Montréal en 2024. Ryan était le directeur du tournoi du championnat des joueurs disputé au TPC à Sawgrass pendant 3 ans et il a été nommé ici en 2020, donc 4 ans. 4 years before the event, you ended up here with the organizing committee of the President's Cup 2024 at the Royal Montreal. 4 years in advance, I mean, does it take that long to organize 3 days of competition? Well, you know, this event has grown exponentially since the last time we were here in 2007. And what we've seen over time is, in all of our events across the PGA Tour, that trying to become part of the fabric of the community and understanding the culture. Because really, the President's Cup is not only a celebration of golf, it's a celebration of culture in the communities where we play. So it takes that time to really get to know where we are and meet people and really build the event to what it is today, which is, like I said, grown exponentially since 2007. Ryan est originaire de Winnipeg, c'est un Canadien, donc l'élément culturel est tout à fait important. What have you done so far from 2020 to 2022 in order to organize the event? What were your main goals in these 2 years? Really, I think it was working with the club. I mean, there's so many aspects to the event. So, I mean, just one part of it is what we do at the golf course. So it's understanding the property, understanding, you know, what can we build, where can we build, because, you know, golf is just a part of what we do with the President's Cup. It has really become a can't-miss event. It's become a community event. You know, arguably someone said to me not long ago that I bet over 50% of the people on the property don't even know there's a golf tournament going on. If we do our job right, we hope that's the case. So it's getting to know, spending time with people in different areas of the community. What do people in Montreal like? You know, and being a Canadian myself, I think you have an idea, and I've been out here numerous times over the years, but also we really want this to be, as it's humbly hosted in Montreal, we want this to be Canada's event. So it's getting across the country and talking to people about how do we get you to come to Montreal in 2024. This is an opportunity for Montreal and our country to be showcased on the world stage. So I think a lot of it's communication and planning and getting to know different constituents in the community. Tell me, our fans that were here in 2007, will they see just about the same thing, the same organization, or will it be a totally different picture? I hope that if we talk to them after the event in 2024, they think that it's two completely different events. I think that the mindset of what we do today has really been turned on its head since 2007. In 2007, the majority of our build on property and fan experience, if you will, was on the driving range. And there was a couple of hospitality points out on the golf course, and there was many grandstands here and there for people to sit. What you'll see now coming into 2024 is
we're likely to build out at least 13 holes on the golf course, where there'll be not only grandstands, but hospitality on 13 holes. But then really we look at this property, it's such an amazing large property to build on. How do we break it into 4 quadrants to get people moving around? We want people to experience the food of Montreal, which it's known for, and a lot of those cultural experiences. So we build these hubs where it's, you know, a taste of Montreal, if you will. How do we get a taste of Canada? You know, different gathering areas over and above the golf, because apparently we still have a golf tournament to run. Yeah, well, exactly. I was to say, what about the golf? But talking about the boxes and the stands, we're talking about what, could it be 60, 50 boxes, or? Oh, we'll be in the hundreds when it's done. Oh. I think that'll be the biggest difference when people walk onto the property in 2024 is there will not be a hole that you will walk on that there isn't something. And like I said, hospitality on probably about 13 of them, and then these gathering areas. I mean, the build out itself probably has grown 10 to 12 times what it was in 2007. So when you look back to 2007 and you look at the amazing images when Tiger and Mike were playing on Sunday in that historic match, the amount of people, there are people at the PGA Tour today that were at that event that say to this day that is some of the loudest roars they've heard on a golf course. This event was one of the best President's Cups in history, so the bar is set pretty high for us to top it. But I think that, you know, I believe in the people of this country and in this city that it's a challenge we'll take. Tell me, what about the course now? Any major changes? You know what? I think it's long been said that good classic course design really doesn't need a lot over time. You know, they made a few tweaks in 2004 ahead of the 2007 event. But really, the blue course here at the Royal Montreal Golf Course it doesn't need a lot. I mean, there's some cosmetic things that we might do, but as far as structural changes to the golf course, I don't think you're going to see a lot of that. This is a true test. It's right in front of you. The greens are undulating. They're not massive, so it's going to take a little bit of course knowledge. You know, this is a true gem in our country when you're on this property. Well, thank you very much, Ryan. Thank you. Truly appreciate it. Question quiz, Émilie. Question piège. Cette semaine, attention, Jenny Onko célèbre son 27e anniversaire de naissance. Qu'est-ce qu'on a à cet effet? 7 juillet, c'est la date exacte. Ce qui est fascinant de Jenny Onko, c'est qu'elle est professionnelle depuis seulement 2018. À son actif, on parle de 13 victoires, dont 2 majeures. Il faut se souvenir, elle avait fait une entrée remarquée en remportant son premier tournoi sur le circuit de la LPGA. Elle est seulement la 2e golfeuse dans l'histoire à avoir réalisé un tel exploit. Voici donc la question quiz de la semaine. Quelle golfeuse a été la première à remporter la victoire à son tout premier tournoi sur le circuit de la LPGA? Est-ce A. Beverly Hansen, B. Patty Berg ou C. Louise Suggs? La réponse, après la pause. Avant la pause, nous vous avons demandé quelle golfeuse a été la première à remporter la victoire à son tout premier tournoi sur le circuit de la LPGA. Eh bien, Michel, la réponse est A. Beverly Hansen et c'était à l'Omnium Eastern en 1951. Mais je l'avoue, c'était probablement la question quiz la plus difficile de la saison, ce qui montre quand même que cette victoire de Jenny Onko en 2018 est historique. Tu parlais de 1951. Il faut aussi préciser que la LPGA date de 1950 et que le premier tournoi comme tel avait été gagné sur ce circuit par une joueuse amateur. C'était l'Omnium de Tampa. C'était encore beaucoup plus difficile à trouver comme réponse. Dans le cas de Jenny Onko, attention là, elle n'était pas la dernière venue puisqu'elle avait déjà remporté auparavant 10 victoires sur le circuit coréen. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Chronique équipement en compagnie de Sylvain Raby, maître ajusteur chez Mulligan Centre du Golf. On parle de cochère de wedge pour une 2e semaine de suite, oui. Sylvain. La semaine dernière, on a parlé des nouveautés chez Titleist, Callaway. Là, on va parler de TaylorMade et de Cobra, mais je veux parler de degré de rebondissement, le fameux bounce, comme on dit en anglais. Comment tu l'expliquerais le plus simplement possible? Écoute, pour les amateurs, ils devraient avoir un bounce beaucoup plus élevé. Les joueurs aguerris vont prendre un bounce plus bas, ce qui veut dire que la surface va glisser moins. Quelqu'un qui a plus de difficultés il prend un bounce plus élevé. Exemple, un sandwich 56 degrés, on va prendre un 14 ou un 16 de bounce. Il y a aussi la fameuse cavité arrière.
Quelqu'un qui joue 95-100 devrait avoir... Il y a beaucoup de modèles différents. Il devrait avoir un wedge qui a une cavité à l'arrière. Plus facile à frapper. Plus facile à frapper sur les élans complets que le modèle plus blade. Par définition, pour compléter, là, le degré de rebondissement, en fait, c'est l'espace entre le sol et le rebord inférieur de votre wedge. Alors, plus l'espace est restreint, plus ça va agir comme un couteau. Plus l'espace est grand, tu parlais de 12, 13, 14 degrés, plus ça va glisser comme une cuillère au sol. Donc, ça aide à récupérer les impacts peut-être un peu moins précis au sol. Oui, plus facile. Allons-y avec les nouveautés du côté de TaylorMade, le Mill Grind 3. Écoute, nouveau modèle MG3, look classique. On a 17 options avec ce produit-là ici. 2 couleurs, le noir mat et le fameux chrome. Au niveau de la face, on a encore une fois là, de la technologie pour maximiser l'effet rétro. Oui, si on enlève le petit collant à l'achat, la rouille va se mettre sur le fer. Alors, ce qu'il va faire, il va avoir beaucoup plus d'effet rétro. Et on a aussi les nouvelles rainures en convexe, ce qui fait que sur les élans moins rapides, plus d'effet rétro. Les petits coups d'approche, plus de mordant. Et on peut le sentir là, lorsqu'on passe notre doigt, la micro-rainure entre chaque rainure, elle est dentelée, convexe, comme tu l'as mentionné, et ça aide l'effet à petite distance, sur petite distance plutôt. Et tu parlais de surface plaquée. Justement, on écoute Bill Price de chez TaylorMade qui nous explique tout le processus derrière les wedges MG3. So on wedges, the number one factor why I buy a wedge is spin, right? So, and especially with any tour player, it's about spin. It's about hitting those low launch with high spin. And so we've unlocked a kind of a what we like to say raw technology. And raw technology provides that added friction or that added spin that we can provide on the face. So when we see, especially, not so much in dry conditions that we have like today, but more or less in wet conditions. So when we have wet-dry, usually you get about a 50% reduction of spin between dry to wet. And with raw, we only see about a 20 to 25% reduction, which is quite remarkable. La constance, ça reste l'élément clé dans toute innovation technologique. Et pour les cocheurs, les wedges, ça ne fait pas exception. Écoute, si on peut prévoir l'effet de la balle dans toutes les conditions de jeu, c'est nous qui s'en sortons gagnants si on sauve plus de coups. Tout à fait. Maintenant, chez Cobra, Sylvain, on a les wedges King Wedge, justement, avec la technologie SB pour Snakebite. Oui, Snakebite, c'est que les rainures sont beaucoup plus profondes que l'ancien modèle Sim, 40 plus tranchant. Et l'outil d'usinage des rainures est changé plus fréquemment, ce qui fait qu'on optimise la qualité des rainures. Ouais, pour nous parler de l'attention portée aux surfaces de frappe chez les wedges King Cobra, on écoute Tom Osavsky. So when you think about a Snakebite groove, what would you think? It's got little sharper edges like a snake would have a fang that's sharper. It's got sharper edges, it's got a little deeper, about 3% deeper throughout the set. So that gives us more spin control, right? And creating more spin in the design. There's also some lasering that goes on around the edge of the groove to change the roughness of the surface itself. All important things to maximize your spin performance. So snakebite grooves in the King Cobra wedges are doing very well so far. Our wedge has gone up 3 times our normal yearly percentage of wedge sales. So we're feeling good about that. New for 22 will be a black version that is a QPQ finish. So it's essentially the same technology, same grooves, same grinds, but in a new black finish that's pretty durable from a wedge perspective. Le fini noir, ce n'est pas juste une question de look. Lorsqu'on dépose la tête au sol, oui, la tête peut paraître un peu plus petite pour certaines personnes, mais ça a son utilité aussi. Écoute, l'utilité dans les journées très ensoleillées, beaucoup moins de reflets côté noir du wedge que côté version chrome. Oui, chromé ou satiné. Oui. On se souhaite d'ailleurs tout plein de journées ensoleillées d'ici la fin de la saison. Et parlant de fin de saison, Émilie nous attend la semaine prochaine pour nous présenter les nouveautés côté souliers. Donc, c'est la fin. Sylvain, je veux te remercier encore une fois pour tes généreux conseils tout au long de la saison. Écoute, merci à toi et à ton équipe et je vous souhaite du très bon golf pour le reste de la saison. Ça, c'est certain. Et encore une fois, Émilie vous attend la semaine prochaine avec les nouveautés chaussures. Bye tout le monde! Ce conseil de golf vous est présenté par la toute nouvelle série de bois de départ TSI de Titleist. Salut la gang! Aujourd'hui, 4 façons pour atteindre, pour enfin avoir le tempo optimal pour votre élan. Souvent, on perd notre swing en cours de saison. On a de la misère, on swing trop fort, les balles commencent à courber à gauche puis à droite. Donc, 4 façons faciles
de retrouver le tempo. La première, c'est très simple. Vous allez sur votre téléphone intelligent et puis tout simplement là, prendre une application métronome là, avec les bip, bip, bip. Et puis on ralentit évidemment là, les séquences de bip. Donc ça, ce que vous faites, c'est dans votre élan, vous allez tout simplement là, marier votre élan avec les bips. La deuxième façon, sans l'application, c'est de tout simplement se faire un décompte dans notre tête. Donc, lorsqu'on va faire notre élan, de compter à voix haute ou à voix basse, si vous ne voulez pas écœurer votre voisin, de faire 1, 2, 3 et à 4, on amorce l'élan en descendant. Donc, 1, 2, 3 et à 4, on descend là, pour venir frapper la balle. 1, 2, 3, 4. La troisième façon, vous regardez le golf à la maison, Hideki Matsuyama, la fameuse pause en haut de l'élan. Donc, lorsque vous prenez votre élan arrière, vous arrêtez en haut et ensuite vous repartez. C'est très, très, très important. Hideki le fait dans son élan sur le terrain. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on vous conseille, mais c'est quelque chose qui peut se faire en pratique là, au terrain d'exercice. La quatrième façon, c'est si vous savez vos bâtons, vos distances. Donc, si vous frappez, par exemple, un fer 7 à 150 verges, bien, prenez un fer 5, essayez de le frapper à 150 verges et amusez-vous à courber la balle. Donc, c'est vraiment là, de manier le bâton, de bien courber la balle. Et évidemment, en frappant un fer 5 à 150 verges, c'est 2 bâtons de plus que votre bâton régulier. Évidemment, votre élan va être réduit, le tempo va être ralenti, justement, pour essayer de frapper la balle là, à la distance de 150 verges. Donc, très important d'essayer de courber la balle. Ayez du plaisir à pratiquer. En conclusion, avoir un beau tempo, c'est hyper important parce que ça va vous aider, surtout dans la qualité de votre impact, la qualité du contact, la qualité de la frappe de balle. Si on la frappe bien, évidemment, le plus souvent possible, elle va aller où on veut. Les joueurs du PGA Tour aussi se servent énormément d'une méthode de tempo, comme je vous ai montré, pour justement la distance lors des coups avec les wedges. Pour être constant avec la distance sur les wedges, il faut toujours avoir le même tempo, qui est un tempo plutôt ralenti, comme vous voyez à la télévision là, lorsque vous nous écoutez. Donc, c'est très important lorsque vous pratiquez avec vos cochards de peut-être y aller avec un wedge de plus, justement comme je vous ai montré avec le fer 5 et le fer 7, pour vraiment diminuer votre tempo. Et ça l'enlève l'effet rétro si vous jouez sur des verres plutôt réceptifs. Et sur ce, bon golf! La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Quatrième chronique, Accès Physio, toujours en compagnie de Stéphane Fournier, physiothérapeute et président d'Accès Physio. Stéphane, un sujet hyper intéressant encore une fois et qui est très d'actualité, notamment avec Bryson DeChambeau et sa recherche de vitesse constante. Le gain en vitesse versus la perte de contrôle, c'est une zone grise là, très intéressante pour les physiothérapeutes. Ah, tout à fait. Dès qu'on essaie, Jean-Sébastien, d'accélérer, d'aller plus vite, on s'expose à une perte de contrôle, on s'expose à sortir de notre qualité de mouvement. Moi, le physiothérapeute, c'est sûr, c'est les blessures qui m'intéressent. Dès qu'on essaie d'aller trop vite, éventuellement, on perd en contrôle, risque de blessure, et ça affecte la performance aussi. C'est à la mode la vitesse. Oui, et j'aime le mentionner à tous mes élèves lorsque j'enseigne. Le meilleur gain en vitesse, c'est un impact centré, d'abord et avant tout. Même si vous gagnez 10 000 à l'heure pour votre élan, si vous la frappez sur le bout de la tête, vous ne gagnerez pas en puissance. J'ai une question côté gain de vitesse et je fais référence à une entrevue que j'ai réalisée, la chance de rencontrer Carl Berkshire, qui est le plus long frappeur au monde au golf, 2 fois de suite champion du monde. Et Carl Berkshire mentionnait le plus grand mythe en termes de vitesse, tout le monde peut s'entraîner. Vrai? Oh oui, tout à fait. On peut travailler la vitesse, puis on peut faire des éducatifs d'entraînement pour gagner cette accélération-là. Mais Jean-Sébastien, il y a une considération aussi tout à fait génétique. Il y a des gens qui sont bons en endurance. On appelle ça les fibres musculaires rouges, très oxygènes. Ils sont bons à faire des marathons, à faire des longues distances. Il y a des gens qui sont bons en rapidité, en accélération, en vitesse aux 100 mètres, par exemple.
Alors, on parle à ce moment-là de fibres blanches moins oxygène. Et ça, on est avec ce bagage génétique-là. Il y a des gens qui ne seront jamais très explosifs, qui seront jamais très rapides. Alors, les gens moins rapides devraient se concentrer sur la qualité du mouvement. Les gens qui ont une chance d'avoir une génétique qui les avantage pourront davantage créer d'accélération. Alors, pour les golfeurs et golfeuses, de savoir, de connaître son parcours sportif permet de savoir si on a plus de fibres rouges ou de fibres blanches, finalement. On est rapide ou on est endurant, on est rarement les deux. Les gens qui sont plus rapides dans leur passé sportif pourront compter davantage sur une vitesse de rotation. Et c'est important de rappeler, là, en effectuant quelques élans, que c'est toujours une question de contrôle. Les quatre éléments que tu ramènes souvent, et ils sont très importants. Côté rotation, là, c'est hyper important. Là. Mais si on regarde un petit peu justement cette accélération-là, tout se passe principalement dans la rotation du tronc, rotation du bas du corps et la rotation des avant-bras en supination. Alors, c'est un mythe de penser que c'est une question de transfert de poids. C'est surtout une question de rotation pour créer ce levier qui permettra de gagner de la vitesse au niveau du club. Autre chose importante aussi, la force, on la développe sur 3 aspects. Horizontalement, latéral, il y a également vertical et la rotation, comme tu y as fait mention. Alors, c'est de combiner les 3 qui fait en sorte qu'on est en mesure de développer de la vitesse. Là. Créer cette vitesse-là. Ouais. Mais bien sûr, ça s'entraîne. Alors, nous, on va évaluer en physiothérapie cette capacité physique d'abord à créer le mouvement. Est-ce que j'ai toutes les rotations qu'on vient de décrire au niveau des coudes, du tronc et du bassin? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour l'exécuter? Et ensuite, on pourra entraîner par des éducatifs à gagner cette vitesse. Toujours en collaboration avec l'instructeur de golf, mon grand ami, pour m'aider au niveau de la technique pendant que moi, je travaille sur le physique. Et pour faire référence à une chronique que l'on a faite il y a quelques semaines, fiez-vous à l'échelle de douleur. Si vous êtes en gain de vitesse, l'échelle de la douleur pour savoir si on a dépassé les limites ou non, c'est hyper important aussi. Bien, toujours en écoute de son corps. Les blessures, il faut les adresser. Si on ne s'en occupe pas, elles vont compenser, elles vont s'aggraver. On veut jouer au golf longtemps, on veut jouer au golf à notre retraite aussi. Alors, c'est important de prendre soin de nous maintenant. Et si on a des blessures, on consulte notre physiothérapeute. Merci Stéphane, ce fut une belle collaboration, très instructive. Le plaisir a été pour moi. Voilà donc des propos très intéressants au cours de notre émission qui se termine d'ailleurs là-dessus. La semaine prochaine, ce sera la dernière de la saison. Notre invité de marque, Louis Morissette. À la leçon, Jean-Sébastien va nous parler d'un élément clé, la routine. Même si on arrive en fin de saison pour plusieurs, c'est un élément clé à ne pas oublier. Et à la visite, on se rend en Estrie du côté du Château Bromont. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission Au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf.